Monsieur le Président, tout d'abord, on est très heureux de vous avoir en tant qu'invité d'honneur pour cette 17e édition du Forum de Rhodes. Merci beaucoup d'être venu. Et justement, hier, pendant votre intervention au Forum, vous avez évoqué le dysfonctionnement du système de la gouvernance mondiale, en citant notamment le cas de l'intervention en Libye, quand votre pays, le Niger, qui est un voisin de la Libye et qui est donc plus que qui que ce soit concerné par la situation de ce pays, n'a pas été consulté, il n'a pas été écoutez, comment vous expliquez que des choses pareilles se produisent? Bien, madame, je voudrais profiter de votre question pour remercier l'Institut du dialogue de civilisation de m'avoir invité à ce 17e forum. Et forum qui est extrêmement important compte tenu des défis auxquels le monde fait face aujourd'hui. Et ce défi nécessite davantage de multilatéralisme. Et ça nécessite également, pour y faire face, pour être plus efficace, une réforme profonde des institutions actuelles qui sont chargées de la gouvernance mondiale, de la gouvernance politique, de la gouvernance économique mondiale. L'exemple que vous avez donné illustre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement de ces institutions. L'intervention en Libye qui a été faite sans que nous, on soit concertés. Or, c'est aujourd'hui nous qui faisons face à ces conséquences. Et c'est le Conseil de sécurité qui a pris cette décision. Et cela nous amène à dire que plus que jamais, la réforme de ces institutions est nécessaire. Surtout que le monde fait face à des défis. Vous savez, il y a des bruits de retour à la course aux armements. Il y a le changement climatique qui pose des défis énormes à l'humanité. Il y a la pauvreté et les inégalités qui se creusent dans le monde. Il y a les flux migratoires qui augmentent de manière spectaculaire. Tout cela nécessite que la communauté internationale imagine une autre gouvernance pour pouvoir faire face aux défis auxquels est confrontée l'humanité. Mais quand vous parlez de la nécessité des réformes des institutions internationales, est-ce que vous prenez la réforme plus précisément du Conseil de la sécurité des Nations Unies? Oui, à la réforme du Conseil de sécurité, nous avons une position africaine sur la question qu'on appelle le consensus des Iluini qui propose que l'Afrique soit représentée, parce que l'Afrique, c'est un continent très vaste. Vous pouvez mettre dans le continent africain la Chine, vous pouvez mettre les États-Unis, vous pouvez mettre le Japon, vous pouvez mettre quel pays, encore beaucoup d'autres pays. Pour le continent africain actuel peut le contenir du point de vue de la superficie. Et du point de vue démographique aussi, l'Afrique a un poids de plus en plus important, et sur le plan économique également. Cela donc nécessite qu'on équilibre la représentation du continent au sein du Conseil de sécurité. Et les Africains proposent que nous ayons 2 membres permanents dans le Conseil de sécurité et 5 membres non permanents. Mais il n'y a pas que la réforme du Conseil de sécurité qui est nécessaire. Il faut réformer l'Assemblée générale des Nations unies. Il faut aussi réformer les institutions économiques qui gèrent l'économie mondiale. C'est le cas du Conseil économique et social qui est au sein de l'ONU, mais c'est aussi le cas des institutions comme l'OMC, comme la Banque mondiale ou le FMI. Si vous me permettez, sur la Libye, vous soulignez la nécessité avant tout de rétablir l'ordre dans ce pays avant de procéder à toute autre chose, et notamment éventuellement aux élections. Mais comment on fait pour rétablir cet ordre? Effectivement, on constate aujourd'hui une absence totale d'État en Libye. La Libye n'est plus contrôlée, la Libye est divisée, partagée par différentes milices armées. Donc la priorité, c'est de restaurer l'État, c'est de restaurer l'ordre. Et après ça, on peut envisager éventuellement d'aller à des élections. Comment cela peut-il se faire? Je pense que l'Afrique a une expertise avérée. Cette expertise, on l'a démontré à l'occasion de la crise soudanaise, une crise récente, qui a permis assez rapidement de mettre les différentes parties soudanaises d'accord. Elles ont pu mettre en place un gouvernement d'union nationale. Et donc, on peut s'appuyer sur ce genre d'expérience pour trouver une solution
au niveau des différentes parties libyennes en Libye pour la mise en place d'un gouvernement national, d'une transition qui puisse permettre de restaurer l'État et qui puisse permettre plus tard d'organiser des élections. Et c'est pour cela que nous avons proposé aux Nations Unies l'envoi d'un envoyé spécial conjoint Union africaine, ONU pour la Libye. Et où en est cette proposition? Bon, pour l'instant, la proposition vient d'être faite, elle est en train d'être examinée au niveau des Nations Unies. Elle a été pratiquement approuvée au niveau du G7 qui s'est réuni récemment à Biarritz en France, en marge des travaux de l'Assemblée générale en septembre. Cette question a été évoquée. Je pense que l'idée est en train de faire son chemin. Je sais maintenant venir la situation sécuritaire et de terrorisme dans la région du Sahel. Vous déplorez le manque d'implication de la communauté internationale dans la gestion de ces questions-là. Quelle est votre proposition à ce sujet, à la communauté internationale? Par rapport aux menaces terroristes et des organisations criminelles, je dois dire que ces menaces ont été amplifiées justement par la crise libyenne. Et donc, quelque part, la communauté internationale est responsable de l'amplification de ces menaces. Or, face à ces menaces, nous, au Sahel, nous ne nous sentons pas suffisamment soutenus. Nous ne sentons pas la solidarité internationale se manifester en faveur de nos peuples face à ces menaces. C'est pour cela que nous proposons une meilleure implication de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la société internationale doit soutenir la force conjointe qu'on a mise par exemple en place au niveau du G5 Sahel qui comprend la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad. Nous souhaitons que cette force conjointe soit placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. C'est une demande que nous avons faite depuis longtemps, ce qui n'a pas encore trouvé une réponse positive. Voilà une forme de solidarité que nous attendons de la communauté internationale. Nous souhaitons également, en ce qui concerne la mission de stabilisation du Mali, la MINUSMA, qui est une mission des Nations Unies, qui est une mission de maintien de la paix. Or, au Nord Mali, l'objectif actuel, la priorité actuelle, ce n'est pas de maintenir la paix, mais c'est de faire la guerre contre le terrorisme. Nous souhaitons donc un changement de mandat pour la mission, au lieu qu'elle soit juste une mission classique de maintien de la paix, que ce soit une mission qui ait un mandat offensif, y compris celui de faire la guerre au terrorisme. Voilà aussi une autre demande que nous faisons à la communauté internationale par rapport à laquelle on n'a pas encore reçu de réponse positive. Nous sommes très déçus parce que ce que nous faisons, nous le faisons pour le monde aussi. Cette sécurité-là, ce n'est pas pour nous seuls que nous la voulons pour le monde entier. La sécurité est un bien public mondial. Donc tout le monde doit s'impliquer pour garantir la sécurité pour l'ensemble des peuples du monde. Mais justement, comment expliquez-vous ce manque de sensibilité de la communauté internationale envers ces questions justement, qui ne touchent pas seulement le Sahel et l'Afrique, mais qui ont des répercussions pour le monde entier? Vraiment, c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le comportement de la communauté internationale face aux menaces auxquelles est confronté le Sahel, auxquelles est confronté aussi le bassin du lac Tchad, où sévit Boko Haram. Surtout quand on constate qu'ailleurs, la communauté internationale a été plus réactive. Par exemple, en Syrie et en Irak, il y a eu une coalition très forte qui a été mise en place pour lutter contre l'État islamique, avec les moyens conséquents qu'il faut. Et quand je vois également ce qui s'est passé en Afghanistan depuis 2001, 2002, il y a eu une forte coalition qui a été mise en place avec beaucoup de moyens. Alors quand je vois tout ça, je me demande pourquoi on fait deux poids, deux mesures. Pourquoi dans ces deux cas-là, des fortes coalitions sont mises en place et dans le cas du Sahel et du bassin du lac Tchad, la communauté internationale regarde ailleurs. Je ne peux pas vous dire pourquoi, malheureusement. Claire, merci. Je voudrais passer maintenant à l'économie. Vous avez dirigé la mise en place en Afrique de la zone de libre-échange continentale, dont le stade opérationnel a été lancé en juillet chez vous, à Niamey. Mais quelles sont les perspectives réelles pour l'Afrique de cette initiative? Je pense que l'Afrique a de belles perspectives.
les taux de croissance des économies des pays africains sont relativement élevés, et ceci depuis plusieurs années. L'Afrique a de plus en plus un poids démographique important. On a de plus en plus une classe moyenne assez conséquente. On a des matières premières, minérales, agricoles. Donc, l'Afrique a des atouts extrêmement importants. Alors, pour exploiter ces atouts, l'Afrique a mis en place ce qu'on appelle l'agenda 2063. Et cet agenda est décliné également en plusieurs plans décennaux. Le premier plan décennal dans le cadre de cet agenda, c'est le plan 2013-2023. Cet agenda contient un certain nombre de plans et programmes pour faire progresser l'Afrique, pour le développement du continent. Un des projets, c'est la zone de libre-échange continentale africaine à laquelle vous venez de faire allusion et qui est entrée en vigueur désormais au dernier sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey. Et donc cette zone permettra de mettre en place un marché unique, pour l'instant, de 1,2 milliard de consommateurs. D'ici 2030, on sera 1,7 milliard de consommateurs. En 2050, ça sera 2,5 milliards. En 2100, ça sera 4,5 milliards. Donc c'est un grand marché. C'est le marché de libre-échange le plus vaste du monde actuellement. Donc, mais ce marché, ce projet n'est pas un projet isolé. Il y a d'autres projets qui l'accompagnent. Dans le cadre de ce premier plan décennal de l'agenda 2063, il y a le plan de développement des infrastructures en Afrique, parce que pour faciliter les échanges, il faut des routes, il faut le chemin de fer, il faut l'énergie, il faut les télécommunications, il faut les infrastructures portières, aéroportières, etc. Donc nous avons ce plan-là également qui accompagne la zone de libre-échange continentale. Pour que la zone de libre-échange continentale ne soit pas une coquille vide, il faut aussi que les Africains aient des produits à échanger. C'est pour cela que nous avons prévu un plan de développement industriel de l'Afrique. L'Afrique est aujourd'hui le plus grand pourvoyeur de matières premières. Nous exportons des matières premières. Notre objectif, c'est d'exporter désormais des produits industriels, des produits finis. C'est de transformer nos matières premières. Donc, il y a ce plan-là d'industrialisation de l'Afrique qui permettra aux pays africains de produire ce qu'ils peuvent échanger dans le cadre de la zone de libre-échange continentale et ce qu'ils peuvent même envisager d'exporter en dehors de l'Afrique. Nous avons aussi un autre plan, c'est le plan du développement agricole de l'Afrique. Il faut que les Africains nourrissent les Africains. Aujourd'hui, 60% des terres arables du monde non exploitées sont en Afrique. Donc, il faut mettre en valeur tout ce potentiel de terres cultivables. Nous avons également la vision minière de l'Afrique. Par conséquent, le projet de zone de libre-échange continentale est accompagné d'autres projets. Ce n'est pas un projet isolé, et c'est cela qui permettra à l'Afrique de faire un mouvement d'ensemble vers le progrès économique et social. Monsieur le Président, vous avez évoqué l'agriculture, ça m'amène à la question du climat, parce que justement, le climat, les enjeux sont énormes. L'Afrique et le Sahel en particulier sont particulièrement concernés, donc c'est une question qui est étroitement liée au développement et même à la sécurité. Quel est votre engagement pour le climat? Alors, le climat est une préoccupation pour les peuples africains et de manière générale pour les peuples du monde. Et je pense que de plus en plus, les citoyens du monde sont conscients de cela, sont conscients de mettre en place, de la nécessité de mettre en place des solutions afin d'arrêter cette dégradation de notre planète, parce qu'on n'a pas une autre planète. On n'a pas une planète bis vers laquelle on peut migrer. Donc nous devons tout faire pour défendre la planète Terre. Et nous, au Sahel, nous sentons les conséquences du changement climatique, l'augmentation des températures. Depuis les années 60, la température au Sahel a augmenté de 2 degrés, alors que l'objectif de la communauté internationale, en tout cas l'objectif des accords, de l'accord de Paris, c'est de limiter l'augmentation de la température par rapport à l'ère industrielle de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Mais nous, on est déjà à 2 degrés d'augmentation dans le Sahel. Donc d'ici la fin du siècle, nous risquons d'être
à 4 degrés, peut-être à 5 degrés. Et cela a des conséquences énormes sur l'agriculture, justement, dont on vient de parler, dans la mesure où les pluies ne sont plus régulières dans le Sahel. Il y a des alternances d'inondations et de sécheresse, ce qui n'est pas bon pour l'agriculture. Il y a l'érosion également des terres qui se produit. Il y a la désertification qui avance. Par exemple, un pays comme le Niger perd 100 000 hectares de terres arables chaque année. Cela a des conséquences sur la productivité, sur les rendements des cultures et donc sur la production agricole et par conséquent sur l'alimentation des populations. Je peux donner aussi un autre exemple, c'est l'exemple du lac Tchad. Le lac Tchad qui avait une superficie de 25 000 km² dans les années 60 est aujourd'hui réduit à 2500 km². Il a perdu 90% de sa superficie. Cela veut dire moins d'eau, mais aussi moins d'agriculture, moins de pêche, moins d'élevage pour les populations du bassin du lac Tchad qui deviennent par conséquent un terreau facile pour le terrorisme. Et c'est comme ça que Boko Haram s'est développé donc, dans la région du bassin du lac Tchad. On voit bien donc qu'il y a une corrélation entre changement climatique et pauvreté. Ça s'est illustré à travers l'exemple de l'agriculture. Il y a une corrélation également, même si c'est indirect, entre changement climatique et terrorisme. Monsieur le Président, c'est la première fois que vous participez au Forum de Rhodes. Qu'est-ce qui vous a fait accepter cette invitation et quelles sont vos impressions? D'abord, je suis heureux d'être à ce forum. J'ai entendu parler de ce forum il y a de cela plusieurs années. J'ai des amis qui m'ont donné beaucoup d'informations sur le travail qui est fait au niveau de l'Institut pour le dialogue des civilisations, pour que les peuples se parlent, pour que les continents se parlent, pour que les pays se parlent. Vous savez, chez nous, il y a un proverbe qui dit « La maison qui ne parle pas meurt ». Or, le monde aujourd'hui est une maison, c'est un village. Les différents pays, comme je l'ai dit, deviennent des quartiers d'un même village. Il faut se parler. Et je crois que l'Institut joue un rôle extrêmement important de ce point de vue pour rapprocher les valeurs, pour rapprocher les civilisations, pour rapprocher les peuples. C'est pour cela que j'ai été motivé par cet objectif majeur qui est un objectif noble pour répondre oui à l'invitation qui m'a été adressée à participer au présent forum. Et je ne me suis pas trompé. J'ai rencontré des gens de grandes valeurs, j'ai rencontré des gens de grandes visions qui ont beaucoup d'ambition pour le monde et pour les peuples du monde, sans distinction. Cela est formidable. Et je crois que cela, l'avenir, c'est la manière de préparer l'humanité, de préparer, d'avoir un monde plus humain, d'avoir un monde plus juste. Et c'est cela notre rêve. Et ce rêve-là, il est porté par l'Institut du dialogue des civilisations. Monsieur le Président, je vous remercie de votre présence au forum et de temps que vous avez accordé pour cette interview. C'est moi qui vous remercie, madame.